Bonjour, moi c'est Zoé, je suis astrologue et psychologue clinicienne et donc aujourd'hui on va parler de ce langage symbolique qu'est l'astrologie avec Vive. Moi c'est pas du tout un simple hasard, je dis souvent que je suis un peu comme Obélix, j'ai grandi avec une maman astrologue, donc j'ai appris toute petite effectivement à essayer de décrypter et de comprendre ce langage parce que si on écoute deux astrologues parler ensemble, c'est vraiment une autre langue. Il y a des écoles d'astrologie en France, absolument, mais moi j'ai eu des cours particuliers et j'ai vraiment appris. De toute façon, ça s'apprend toujours quand on est dans des disciplines un petit peu symboliques comme ça. On apprend tout au long de la vie. Aujourd'hui, j'apprends encore. Moi, j'ai suivi des études de psychologie clinique pendant 5 ans, 8 ans, puisque bon, à l'époque, ça n'avait pas les mêmes noms, mais j'ai un DESS de psychologie clinique. Après, j'ai fait un DEA de psychopathologie clinique et expérimentale. J'ai commencé une thèse que j'ai pas terminée parce que la vie m'a justement plutôt détournée et amenée vers l'astrologie. Je me destinais pas du tout au départ à devenir astrologue à temps plein professionnel. J'ai pas du tout eu de déclic, c'est vraiment la vie qui m'a guidée d'une certaine manière. J'ai commencé à écrire des horoscopes parce que l'activité de ma mère se développait beaucoup, qu'elle avait besoin d'aide et que moi du coup c'était mon job d'étudiant, j'ai toujours aimé écrire. Mais j'ai commencé ma carrière en rejoignant une équipe de recherche dans un hôpital de psychiatrie adolescent. Et toujours à côté, j'écrivais mes petits horoscopes. Et puis un jour, j'ai eu des enfants. Les perspectives en France, quand on fait de la recherche, de développement, d'épanouissement, de gains même financiers sont assez faibles. Et puis étant jeune maman, j'avais envie de pouvoir être flexible aussi. Voilà, à un moment, j'ai pris la décision de quitter l'hôpital et de travailler à temps plein dans l'astrologie. Bon, la curiosité que je peux avoir vis-à-vis de l'être humain, l'envie de le comprendre finalement, ce qu'il y a de commun entre l'astrologie et la psychologie, c'est le désir de comprendre l'être humain, de l'aider, de l'accompagner. Donc cette notion d'accompagnement, je pense que c'est quelque chose qu'on a en soi, qui est très lié à notre caractère pour le coup. Et ça, je devais certainement l'avoir depuis toujours, sans forcément en avoir conscience au moment où j'ai choisi mes études. Je ne sais pas si je pourrais formuler les choses comme ça. Ce que je pourrais dire, c'est que ça m'aide parfois à être patiente. Je ne dirais pas que ça me fascine. Je dirais que c'est un langage qui est parfois difficile à décrypter. L'horoscope, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement général. Il n'y a que 12 signes dans le zodiaque, donc c'est évident que tous les béliers ne vont pas passer la même semaine. Donc on est obligé de faire des choix, on est obligé de choisir aussi, il y a beaucoup d'aspects dans le ciel chaque semaine. Forcément, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc quand il y a des gens qui m'écrivent en DM « Oh là là, ce que vous dites, c'est exactement ce qui se passe dans ma vie », là je trouve ça magique, quelque part. J'ai eu quelqu'un un jour en consultation qui m'a dit que j'étais une éclaireuse. C'est mon objectif, c'est vraiment de pouvoir éclairer, accompagner, soutenir aussi. Alors moi, je pense que tout n'est pas écrit et je pense surtout que les planètes, elles ne nous influencent pas. Je pense que le ciel est un miroir et que les planètes reflètent ce qu'on vit. Et c'est évident que quand on est triste, c'est pas parce que Saturne est à tel endroit ou fait tel aspect par rapport à ta lune ou ton soleil. Donc c'est les événements sur Terre qui sont à l'origine de nos émotions. Et ça se reflète dans le ciel. Et c'est là où on peut ensuite faire des prévisions avec l'astrologie, c'est que comme on connaît le mouvement des planètes à l'avance, on a une petite idée de ce que ce miroir va refléter de nos émotions. Surtout, il faut vraiment garder à l'esprit que c'est extrêmement général, ce sont de grandes tendances. Tu prends l'exemple des finances, les finances, elles sont représentées par Vénus, mais Vénus, elle représente aussi l'amour sous toutes ses formes. Donc, moi, je l'aurais interprété dans cet horoscope-là sous l'aspect financier, mais peut-être que toi, là, tu vas le ressentir sous un aspect affectif. L'astrologie n'est pas une science, c'est vraiment un langage, une discipline, un art. On peut choisir le terme qui nous convient le mieux, qui nous parle le plus. Plus que des fake news, il y a beaucoup de confusion. Moi, il y a plein de gens sur YouTube qui me disent « Merci pour ce tirage ». Moi, je fais aucun tirage, j'ai pas de carte. La tarologie, l'astrologie sont deux disciplines très différentes et c'est vrai qu'il y a beaucoup de tarologues qui vont faire des horoscopes. On me demande souvent, est-ce qu'on peut voir les dates de naissance, les dates de décès? C'est pas possible. L'astrologie, c'est intéressant quand on arrive à comprendre que c'est vraiment un éclairage sur soi et sur l'autre. Alors, comment ça fonctionne dans mon travail? On a un gros livre qui s'appelle Les éphémérides. Il y a une page par mois, grosso modo, avec tous les jours, toutes les planètes, et donc il y a tout leur
toutes leurs positions précises, degrés et signes qu'elles occupent. On a Mars par exemple, la planète de l'action et de l'énergie, qui va former un angle harmonieux avec Vénus, la planète de l'amour. Bon bah voilà, c'est le moment de foncer si on a un crush, de passer à l'action dans sa vie amoureuse. Mais grosso modo, on a ces tables-là et on relève toutes les positions des planètes sur une semaine par exemple, si on fait l'horoscope d'une semaine, et on regarde précisément les angles que vont former les planètes entre elles. Est-ce qu'on est sur une très bonne année en 2026? En tout cas, on est sur une année de changement. Est-ce qu'on peut forcer le destin? Là, on est plus dans la philosophie que dans l'astrologie. Ce qui est sûr, c'est que l'aspect, il va avoir lieu. Ça, c'est certain, on va le vivre d'une manière ou d'une autre. Par exemple, on va avoir un aspect de Neptune, qui est une planète qui peut créer du brouillard. On le sait, voilà, qu'on peut se tromper quand on a des dissonances de Neptune. Il n'empêche que même si on a cette conscience-là que potentiellement il va falloir être prudent dans les prochains mois parce qu'on pourrait faire des mauvais choix ou tomber sur quelqu'un qui va nous mentir ou quoi, même si on a cet éclairage-là, l'aspect, il va avoir lieu. Et la vie est très créative et finalement, elle peut quand même nous surprendre et parfois, les surprises viennent de là où on ne s'y attend pas du tout. Moi, je dis toujours que c'est pas tellement question d'y croire ou de pas y croire parce que comme c'est un langage, on va pas dire je ne crois pas en l'anglais ou voilà. Soit on a envie d'apprendre à parler et à comprendre cette langue, soit on n'a pas envie et ça nous intéresse pas. Ce que le thème peut donner comme indication, c'est un petit peu à la fois le schéma amoureux qu'on a. Il y a des gens qui fonctionnent au coup de foudre, il y a des gens qui ont besoin d'avoir beaucoup de temps avant de se sentir en confiance avec quelqu'un. Ça, oui, le thème peut donner des indications là-dessus. Alors, il ne faut absolument pas faire ses choix amoureux en fonction des signes astrologiques. Pourquoi? Parce que c'est très général, encore une fois, et que tu peux être Poisson, par exemple, et avoir énormément de planètes dans le signe du Verseau. Et donc, du coup, tu vas être beaucoup plus indépendant qu'un Poisson classique qui, lui, peut avoir tendance à être un peu fusionnel dans sa manière d'aimer. Par exemple, on dit toujours le Scorpion est jaloux. Mais il y a des Scorpions qui ne sont pas jaloux. Ça va dépendre de où se trouve Vénus, la planète de l'amour, dans ton thème et des aspects qu'elle va former. Donc il y a plein de subtilités. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux signes souvent qui ne sont pas très appréciés. C'est effectivement le Scorpion et les Gémeaux. Évidemment que déjà, on a tous en nous du Scorpion et des Gémeaux. Donc il ne faut pas détester des signes. Chaque signe a des qualités, chaque signe a des défauts, chaque signe a des vulnérabilités. Le Scorpion, avoir un ami Scorpion, c'est absolument génial. C'est des gens qui en général ont un sens de l'analyse, ils ont même une préscience qui leur permet de comprendre les situations, de donner du coup d'excellents conseils. Ce sont de très bons psys pour leurs copains. Bon, peut-être qu'ils peuvent mettre mal à l'aise parfois justement parce qu'ils ont ce regard très perçant qui décrypte l'autre et du coup on se sent un peu mis à nu face à des Scorpions, mais il n'empêche qu'il y a plein de qualités qui vont avec. Le signe le plus attachant en amour, ça va dépendre de ce que tu recherches un petit peu en amour. Je vais citer les signes qui sont réputés pour être amoureux de l'amour, on va dire. On a le Taureau, on a la Balance et peut-être les Poissons. Encore que les Poissons peuvent être un petit peu insaisissables, ils fonctionnent beaucoup sur le « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». Donc parfois, on a du mal à savoir comment on avance avec eux. Le Cancer peut aussi être très attachant. Ce sont des signes en tout cas qui ont beaucoup d'amour et d'affection à donner et qui en attendent beaucoup en retour. Alors les plus indépendants, ça, je dirais le Verseau. Évidemment, il y a des Verseaux qui vont nous dire en commentaire, mais pas du tout. Ça va dépendre du signe où se trouve votre Vénus dans votre thème de naissance. Le Sagittaire, il a besoin d'espace, il a besoin d'évasion, il a besoin de voyager. Et les Gémeaux peuvent aussi être assez indépendants, mais plus dans le sens où ils ont très peur de l'ennui, très peur de la routine. Donc ça peut les amener à être un petit peu papillon ou cœur d'artichaut parce qu'il y a cette peur de la routine. Alors, les signes les plus fusionnels, moi j'irais en tout cas sur les signes d'eau, parce que ce sont des signes qui sont vraiment dans tout ce qui est très émotion, très sensibilité. Donc les Poissons, le Cancer et le Scorpion ont souvent des tendances un petit peu fusionnelles dans leurs relations. Parce qu'il y a un besoin finalement de faire qu'un avec l'autre et d'avoir une connexion avec l'autre qui va vraiment aller au-delà de l'intellect ou du charnel. Ça va être vraiment une connexion d'âme.
totale, quoi. Est-ce qu'il y a des signes plus infidèles que d'autres? C'est un petit peu difficile comme question et ça fâche beaucoup. C'est vrai que les Gémeaux n'ont pas toujours la réputation d'être très fidèles, mais encore une fois, un Gémeaux qui aura par exemple une Vénus en Taureau, qui est un signe assez fidèle, sera probablement plus fidèle qu'un Gémeaux 100% Gémeaux, on va dire. Le Bélier, qui peut fonctionner beaucoup au coup de foudre, peut déraper aussi. Le Sagittaire également, je dirais, mais encore une fois, vraiment, c'est extrêmement général. Les signes qui vont avoir du mal à lâcher prise après une rupture, le Scorpion et le Taureau, ce sont deux signes qui se font face sur la roue du zodiaque. Alors, les planètes qui sont importantes dans l'aspect amoureux, alors... il y a Vénus, bien sûr, qui symbolise en tout premier lieu la manière dont on aime, la manière dont on veut être aimé. Est-ce que c'est compliqué d'apprendre l'astrologie en autodidacte? On peut toujours, il y a plein de livres super intéressants, on peut évidemment commencer à apprendre l'astrologie, apprendre la symbolique des planètes, puis la symbolique des signes, on peut apprendre les aspects. Je pense qu'il y a toute une partie qu'on peut effectivement faire chez soi. Apprendre les bases, il n'y a pas de souci. Après, apprendre à analyser un thème sans avoir quelqu'un qui a de l'expérience qui va aider, ça me paraît plus difficile. Est-ce que ça peut bien matcher entre deux signes opposés sur la roue du zodiaque? Absolument, parce que ces signes sont complémentaires. Si je reprends l'exemple du Taureau et du Scorpion, le Taureau va avoir les qualités qui manquent au Scorpion et vice-versa. Donc, il y a en tout cas un enrichissement qui peut être vraiment important. On peut beaucoup apprendre l'un de l'autre. On sort de sa zone de confort, donc il y a des challenges, il y a des défis qui peuvent parfois être difficiles, mais bon, qui a dit que l'amour était facile? Comment est-ce que l'astrologie peut nous aider après une rupture amoureuse? Elle peut évidemment nous aider déjà à se rassurer sur le fait qu'on ne va pas rester seul pour toujours. Et dans ces cas-là, parfois, ça apporte un soulagement de savoir que il se passait des choses dans le ciel qui reflètent ce qu'on a vécu sur Terre. Et puis, on peut donner des perspectives sur les prochaines dates de rencontre, donner du temps, se laisser le temps aussi pour faire le deuil d'une relation. Alors, la dépendance affective en astrologie, elle peut se retrouver chez deux signes. Il y a le Poisson d'un côté qui est gouverné par Neptune, la planète de l'infiniment grand, de l'amour inconditionnel, de l'amour idéal. Donc ceux qui vont être marqués par le Poisson, ascendant Poisson, Vénus en Poisson, ou qui vont avoir un lien entre Vénus et Neptune, la planète des Poissons dans leur thème, peuvent avoir cette question de la dépendance affective, mais elle peut aussi se retrouver chez le Cancer, qui est le signe de l'enfance, et qui est gouverné donc par la Lune, la planète des émotions et de l'enfance. Et on sait que quand on est enfant, on est dépendant forcément de la famille dans laquelle on grandit, de ses parents, ou parfois on se choisit inconsciemment des partenaires qui sont dépendants affectifs. La combinaison astrologie et psychologie, elle est intéressante, c'est que effectivement le psychologue va comprendre, va analyser le thème à la recherche d'éventuels schémas, et à partir de ce moment-là, avec l'astrologie, on ouvre une porte en disant ce serait intéressant que tu ailles regarder là, que tu entres dans cette pièce de la dépendance affective ou dans cette pièce de la déception. Pourquoi est-ce que dans tes relations, tu es toujours déçu? Nos schémas, même si on apprend à les identifier, à les repérer, ils seront toujours là. C'est-à-dire que notre inconscient, il veut rester dans sa zone de confort, il veut rester. Donc ça ne nous empêchera pas de retomber dedans. Sauf que quand on a un petit peu cheminé sur soi, il y a un moment où on va se rendre compte beaucoup plus rapidement qu'on est en train de remettre le doigt dans un engrenage qui n'est pas bon. Le thème de naissance ne change jamais. Chaque année, le soleil ne rentre pas dans les signes le même jour à la même heure. Donc il y a des années, le soleil va rentrer en Verseau le 20 janvier à 15h46, d'autres années ça va être le 20 janvier à 23h52. Il y a des personnes qui me disent « mais alors du coup, moi je suis plus Verseau ». Si, en fait, votre signe est vraiment déterminé par le jour de votre naissance et l'heure de votre naissance et le lieu de naissance, et pas par ce qui se passe dans le ciel aujourd'hui. Quel conseil je pourrais donner à quelqu'un qui cherche l'amour? Eh bien, si on s'appuie sur la Saint-Valentin, qui a donc lieu le 14 février, on est plein dans la saison du Verseau. Le Verseau, c'est le signe des expériences. Donc, je pense que c'est très important pour trouver l'amour de faire un maximum d'expériences. Le Verseau a souvent besoin de tester plein de choses, plein de types de relations, de types de personnes, avant de savoir exactement avec qui et comment il ou elle a envie de se poser. Est-ce qu'on peut être heureux seul astrologiquement parlant? Bien sûr.
Bien sûr, de toute façon, on peut être heureux seul et c'est même presque nécessaire parce que si on ne peut être heureux que à travers une autre personne, ben forcément, on va se mettre dans une position de dépendance, dans une position de vulnérabilité vis-à-vis de l'autre. J'ai reçu un jour un très beau message, un très beau DM d'une femme sur Instagram qui me dit « Je tiens à vous remercier parce que votre horoscope de l'année dans la version féminin m'a sauvé la vie ». Alors ça m'a fait un petit peu peur, mais en fait, elle m'a expliqué qu'elle était en train de divorcer d'un homme extrêmement toxique. Alors je tiens à préciser qu'il n'y a pas que les hommes qui sont toxiques, hein. Et que dans mon horoscope, j'avais dit que pour le cancer, je crois, c'était une bonne année pour entamer des démarches juridiques et faire respecter ses droits et s'affirmer. Du coup, en lisant mon horoscope, elle s'était décidée enfin à prendre un avocat et à entamer ses démarches. Voilà, elle avait obtenu gain de cause et qu'elle était libérée de cet homme. Et c'est vrai que ça m'a touchée et en même temps, je me suis dit, bon, c'était juste, c'était un horoscope dans un journal, quoi, donc c'était très général, mais bon, j'étais très heureuse que ça ait pu lui donner l'impulsion de reprendre sa liberté. Alors moi, je pense qu'il faut toujours aller à son rythme, et surtout, il y a des personnes qui ont besoin, notamment par exemple des scorpions, qui ont besoin à un moment d'aller au fond de la piscine, de se laisser aller dans ce fond, dans le fait de tout voir en noir. Pas que les scorpions d'ailleurs, il y a d'autres signes. Le capricorne pourrait être un peu comme ça aussi. Parfois ça fait du bien de s'autoriser à voir les choses en noir, de façon négative, à se dire qu'on va pas bien. Et puis à un moment, on rebondit, la vie elle revient, elle reprend ses droits. Si on ne rebondit pas, il faut se faire aider, bien évidemment, hein. Avec quel signe je ne veux pas traîner? Alors aucun. Vraiment, ça va dans le sens de... Moi, je ne m'arrête pas au signe ni à l'ascendant. Je pense qu'il faut voir le thème. Mais après, avec quels gens je ne veux pas traîner? Tous les gens qui sont toxiques et qui me vampirisent. Je trouve qu'il y a des gens, quand on passe du temps avec eux, on repart, on est fatigué. Parfois, on va passer du temps avec eux, on va repartir avec une pêche d'enfer. Moi, je voudrais, mais je pense comme tout le monde, n'avoir que ces gens-là autour de moi et fuir les autres. Donc finalement, le conseil, ce serait aussi de s'écouter parce que parfois, je sais pas, on a des antipathies pour des personnes tout de suite et on se dit non, mais quand même, je la connais pas ou je le connais pas, je vais lui donner une chance, il faut pas que je juge comme ça. En fait, peut-être parfois si. Parce que l'avenir nous montre qu'on ne se trompe pas. L'astrologie n'est pas une justification. Hein, donc ça c'est très important, l'astrologie elle vient éclairer, elle vient refléter des choses, elle peut venir comprendre et expliquer, mais en aucun cas ça justifie. Ah si moi je suis jaloux et c'est ok parce que je suis scorpion, en fait non. Et la jalousie, c'est pas parce que t'es scorpion que t'es jaloux. T'es jaloux parce que tu as vécu des expériences dans ton enfance qui t'ont rendu jaloux. Donc l'astrologie ne doit jamais venir justifier aucun comportement. Alors ça, c'est pas une raison pour mettre l'autre dans l'insécurité ou faire du charme sous son nez à d'autres gens, quoi. On peut utiliser l'astrologie dans sa vie, c'est sûr, comme un outil d'accompagnement, de connaissance de soi, de l'autre, de prévision, mais surtout pas comme un outil de justification en tout cas. Je ne suis pas sûre que tout le monde puisse suivre une thérapie psy, mais je crois que, en tout cas, essayer de se connaître et de se comprendre, si on veut pouvoir être en harmonie et avec soi et avec l'autre, c'est quand même pas mal. L'astrologie, c'est à peu près, en tout cas dans les statistiques que j'ai sur Instagram et YouTube, on est entre 75 et 80% de femmes. Donc c'est effectivement une discipline principalement, mais de la même manière que je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes qui vont chez le psy que d'hommes. Souvent les femmes, elles sont quand même plus dans l'intériorité et du coup dans la connaissance de soi et l'envie de mieux se connaître, de mieux se comprendre. Parce que les femmes, elles sont aussi, je pense que dans l'éducation que les femmes reçoivent, la petite fille est plus autorisée à être connectée à ses émotions, même si c'est difficile, que le petit garçon, à qui on explique qu'il ne doit pas avoir mal quand il tombe, que c'est un dur, qu'il y a cette notion de la virilité aussi, peut-être dans l'éducation que reçoivent les petits garçons qui peut parfois les éloigner de leur intériorité et de leur monde intérieur, de leurs émotions, et qui peut-être va rendre plus difficile pour certains hommes l'accès à la sensibilité. Et qui dit sensibilité dit parfois, c'est souvent ce qui nous amène à aller consulter. Parce qu'on se sent vulnérable, on se sent trop triste, enfin c'est souvent nos émotions qui vont
être à l'origine d'une démarche thérapeutique. La différence entre l'astrologie et la voyance, elle est totale. Le voyant, il va s'appuyer uniquement sur des intuitions intérieures, sur une capacité à capter, à être connecté peut-être à un au-delà, à l'irrationnel, à des choses qu'on ne peut pas matérialiser. L'astrologie, elle s'appuie sur le mouvement des planètes, sur les gros livres, les éphémérides. Il y a des codes, il y a des angles que les planètes forment. Donc il y a une base. Après, chaque astrologue va interpréter ces mouvements planétaires à sa manière, et c'est là où il y a une variabilité d'un astrologue à l'autre. Mais la base est la même, c'est-à-dire que tous les astrologues vont vous dire que, je ne sais pas, le 14 février 2026, au moment de la Saint-Valentin, Vénus sera en Poisson. Ça, on est tous d'accord pour dire ça. La manière dont on va l'interpréter, il y aura des variations. On retrouve, je ne suis pas du tout une spécialiste de l'histoire, mais on retrouve des traces d'astrologie vraiment depuis les tout débuts de l'humanité. Voilà, c'était un système d'observation en fait. Il se passe ça sur Terre, mais c'était déjà dans la démarche de comprendre finalement quel est l'objectif de la vie. Voilà, il nous arrive des choses sur Terre et hop, ils observaient le ciel. Et ils voyaient dans le ciel que Mars était à tel endroit, Vénus à tel endroit. Pendant très longtemps, ça s'arrêtait à Saturne. Hein. C'était les planètes qu'on peut voir à l'œil nu, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars et Jupiter et Saturne. Mais ça a été vraiment un système d'observation et entre, hop, qu'est-ce qu'on vit là sur Terre et qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Mais... En fait, si tu considères que les planètes t'influencent, moi, ça me pose un souci intellectuel en tant que psychologue, c'est-à-dire que à partir du moment où tu as cette posture-là, ça veut dire que tu n'as pas les clés en main et tu subis ta vie. En tant que psychologue, je pense que, alors il y a des choses qu'on subit, bien évidemment, mais que on est pour beaucoup de choses acteurs et que notre inconscient nous pousse à reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs, à répéter sans cesse les mêmes scénarios. Et qu'à partir du moment où tu te rends compte qu'il y a une partie qui vient de toi et que si tu ne trouves jamais la bonne personne dans ta vie amoureuse, c'est parce que inconsciemment, tu as choisi ces personnes-là, ça veut dire que peut-être tu n'es pas prêt à t'engager sur le long terme ou peut-être que tu as besoin de te protéger. Et à partir du moment où tu sais qu'il y a une grande partie des choses qui vient de toi, c'est génial, tu as les clés. Et donc tu peux, dans un cheminement personnel, te dire je vais pouvoir évoluer, je vais pouvoir peut-être prendre de la distance par rapport à ça et enfin trouver la bonne personne. Donc ça te rend pleinement acteur de ta vie. Est-ce que je crois à la loi de l'attraction ? J'aimerais beaucoup y croire. Hein. Je sais pas. Ça a un côté magique, la loi de l'attraction, tout comme la pensée est créatrice. Il suffit de penser positif pour qu'il t'arrive du positif. Ce serait magique, ce serait génial que ça fonctionne tout le temps. Parfois ça fonctionne, c'est sûr, mais ça peut pas tout le temps fonctionner. T'as un proche qui est malade. T'as beau te dire tous les jours il va guérir, ça va bien se passer. En fait, pas toujours. Je suis pas sûre qu'on soit tout puissant et moi en tout cas, plus la vie passe, plus je prends de l'âge et de l'expérience et plus je me rends compte qu'on contrôle quand même pas grand chose. Et que c'est sûr qu'en tout cas, d'un point de vue du moral, de l'énergie, ça fait toujours du bien de penser positif et de manifester du positif. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Maintenant, est-ce que ça a un vrai impact ? Je dirais vive la connaissance de soi. C'est bon, ça résume voilà, pour pas sortir, pour pas être trop cliché sur l'astrologie. C'est parfait.